Au Nigeria, des groupes armés continuent de semer la terreur. Des hommes ont abattu 6 personnes dans le nord-est du pays, bilan évoqué par la police. La réplique de l'armée burkinabé, elle affirme avoir abattu 32 terroristes. Les assaillants ont perdu la vie dans le cadre des opérations menées dans le nord du pays. Et puis à Hong Kong, la police demande aux manifestants retranchés dans un campus de se retirer. Elle promet de les déloger de force. L'affrontement dure depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le sommet. Merci de nous choisir pour vous informer. Un village du nord-est du Nigeria a été le théâtre d'une tuerie. Des hommes armés ont en effet ôté la vie à 6 personnes, d'après la police. Voici les détails dans ce reportage. Le nord-est du Nigeria est depuis un temps confronté à une sanglante insurrection djihadiste. Dans l'état d'Adamawa, des bandits armés ont attaqué en fin de semaine dernière le village d'Al-Jenaru. L'agression a provoqué des affrontements meurtriers avec une milice d'autodéfense. 6 personnes sont tombées dans ces combats. Les attaques criminelles et les vols de bétail se multiplient depuis quelques années dans le nord du Nigeria, notamment dans les zones rurales reculées. Les villages de la région ont également été régulièrement visés par les djihadistes de Boko Haram, ce qui a entraîné la création de milices de chasseurs pour protéger les habitants souvent livrés à eux-mêmes. Lors d'un autre incident dans l'état voisin de Borno, 3 soldats nigériens ont été tués dimanche par des combattants de Boko Haram qui ont tiré sur leur véhicule blindé. L'attaque du convoi a eu lieu à un poste militaire proche de la frontière avec le Cameroun. Le conflit avec Boko Haram, qui dure depuis 10 ans, s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Il a fait 35 000 morts et environ 2 millions de déplacés au Nigeria. Et on reste toujours au Nigeria pour évoquer ce procès. Il s'appelle Gracious David West, accusé de meurtre de 10 femmes. Il a comparu devant un tribunal de Port Harcourt, dans une ville située dans le sud du pays. Son procès a été ajourné jusqu'à jeudi prochain. Après seulement quelques minutes d'audience, il a déjà plaidé coupable pour 9 des 10 meurtres. Voici donc les images. Le procès d'un tueur en série présumé de Port Harcourt, grande ville pétrolière du sud du Nigeria, accusé d'avoir assassiné 10 femmes lors de crimes rituels, a été ajourné ce lundi et reporté à jeudi. Gracious David West, 26 ans, qui avait plaidé coupable fin octobre de 9 meurtres sur les 10 dont il est accusé, a été présenté devant la Cour de justice en tenue correctionnelle verte et menotté. L'audience a été suspendue quelques minutes après avoir commencé et le procès a été reporté au 21 novembre prochain. Justifiant cette suspension, le procureur a affirmé que la police n'a présenté les résultats de l'enquête que jeudi dernier. Soulignant que la défense avait besoin de se préparer en conséquence, il a expliqué que le dossier présente des preuves contre l'accusé Gracious David West, mais également contre un autre homme, Nimi Tenkegod. Les 2 accusés doivent comparaître jeudi prochain et feront face à de nouvelles accusations. Le principal accusé, Gracious David West, a été arrêté en septembre après la découverte sur plusieurs semaines d'une dizaine de femmes mortes par strangulation et avec un tissu blanc enroulé autour de la taille et du cou, faisant penser à des crimes rituels. Dans l'état de Rivers, où se situe Port Harcourt, les accusations de meurtre sont passibles de la peine de mort, bien que celle-ci soit rarement appliquée. En République démocratique du Congo, à présent, 6 civils ont été tués dans une opération attribuée aux rebelles des ADF. Ces derniers sont donc la cible d'une offensive d'envergure de l'armée congolaise depuis novembre dernier. On dénombre 54 morts depuis l'annonce de l'offensive de l'armée congolaise contre la base des forces alliées démocratiques ADF. Les membres de cette milice s'en prennent aux civils dans le territoire de Beni depuis le 30 octobre. Le dernier raid des ADF a visé la ville de Isha, à 30 km au nord de Beni, dans la nuit de dimanche à lundi. 6 personnes ont été tuées par armes blanches et à feu, des maisons ont été incendiées et des animaux emportés. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire de Beni.
Appel a été lancé à l'armée de poursuivre l'ennemi du côté ouest où il s'est enfui, craignant la traque du côté est. L'armée de son côté a reconnu avoir perdu une dizaine de soldats depuis le début des opérations. Les forces armées de la RDC affirment avoir neutralisé quelques 25 rebelles et repris certaines de leurs bases au sein du triangle de la mort, Oicha, Mbao et Rengeti. Il faut dire que les ADF sont responsables du massacre d'un millier de civils dans la région de Beni, dans le nord Kivu, depuis octobre 2014. Les ADF sont en effet à l'origine des rebelles musulmans luttant contre le régime du président ougandais Yoweri Museveni. Les djihadistes du groupe État islamique ont revendiqué certaines de leurs dernières attaques depuis le début de l'année, sans preuve irréfutable d'une affiliation des ADF à l'État islamique. En Afrique du Sud, à présent, les scandales de corruption sous le règne de Jacob Zuma ont été facilités par une complicité massive, notamment des institutions financières internationales et de gouvernements étrangers. C'est ce qu'a dénoncé Lord Peter Haines, un parlementaire britannique, devant la commission en charge d'enquêter sur la corruption dans le pays. Ancien militant de la lutte anti-apartheid, le travailliste Peter Haines dénonce depuis des années le rôle des entreprises, notamment britanniques, dans la corruption en Afrique du Sud. Ce lundi, il a épinglé son détour le rôle des banques. Le parlementaire britannique a vigoureusement dénoncé la complicité des banques internationales dans les scandales de corruption qui se sont généralisés en Afrique du Sud à la fin du règne de l'ancien président Jacob Zuma. Le parlementaire, qui a également mis en cause l'attitude de l'Inde, estime que tout ça a été facilité par la complicité massive des institutions financières internationales, d'autres entités et des gouvernements étrangers. Il a fait ses confidences devant la commission en charge d'enquêter sur la corruption dans le pays. Depuis près d'1 an et demi, cette commission, présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, a entendu des dizaines de ministres élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Englué dans les scandales, Jacob Zuma a été poussé à la démission en février 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis depuis de tourner la page calamiteuse de la corruption. L'ancien chef de l'État est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant illégalement les affaires des Gupta, une sulfureuse famille d'hommes d'affaires dont il est proche. Au Burkina Faso, à présent, l'armée a affirmé dimanche avoir abattu 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays, gangréné par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Dans le cadre d'une opération conjointe entre la force du G5 Sahel, les pays sahéliens, et l'opération militaire française Barkhane, les troupes burkinabées ont mené dans la première quinzaine de novembre des actions de traque des djihadistes à la frontière nord du Burkina Faso avec le Mali, dans la province du Soum. Ce dimanche, l'armée burkinabé a affirmé avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays. Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'Est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo attribué à des djihadistes qui a fait en son temps au moins 38 morts. Cette attaque avait traumatisé le pays. Vendredi dernier, une patrouille militaire a été attaquée par des hommes armés près de Yorsala. La vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage de la forêt de Yorsala, a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures, a affirmé l'état-major burkinabé dans un communiqué diffusé ce dimanche. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Un soldat a malheureusement perdu la vie, a-t-il précisé. Selon le même communiqué, cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves sexuels. La France et le Sénégal ont renouvelé ce dimanche leur engagement à coopérer pour lutter contre les migrations irrégulières. C'était à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre français Édouard Philippe. Voyons tout cela dans ce reportage. Après une longue séquence polémique dans l'Hexagone, le thème de l'immigration s'est invité ce dimanche au 4e séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal à Dakar. Cette semaine, après un débat au Parlement français sur l'immigration voulue par le président Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, France et Sénégal se sont notamment engagés
à poursuivre une coopération efficace contre les migrations irrégulières. La migration doit être choisie et non subie, telle est notre conviction, a résumé le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a été accueilli ce dimanche par le président sénégalais Macky Sall au palais présidentiel. Édouard Philippe souhaite augmenter le nombre de passeports talents réservés aux étrangers disposant de certaines qualifications et de visas de circulation de longue durée. Il s'est aussi engagé à réduire de moitié, dès début 2020, les délais de traitement des demandes de visa. Selon Matignon, la pression venant du Sénégal, pays à la fois de départ et de transit, reste élevée sur l'immigration irrégulière, alors que le pays est jugé sûr. Le Sénégal est au 15e rang des nationalités interpellées pour les 9 premiers mois de l'année 2019. Des centaines de manifestants hongkongais retranchés dans un campus étaient de toutes parts cernés lundi par la police qui multiplie les arrestations. L'armée avait auparavant menacé de répondre avec des balles réelles aux armes létales des protestataires. La mobilisation en cours dans l'ex-colonie britannique depuis plus de 5 mois a basculé la semaine dernière dans une phase beaucoup plus radicale et violente, ce qui a entraîné, entre autres, la fermeture des écoles. L'exécutif hongkongais, qui est aligné sur Pékin, s'est refusé à accéder aux revendications des manifestants. Ces derniers demandent notamment l'avènement du suffrage universel dans la mégapole de 7 500 000 d'habitants et une enquête sur les violences policières. Bien au contraire, la Chine a maintes fois averti qu'elle ne tolérerait pas la dissidence et l'inquiétude monte face à la possibilité d'une intervention chinoise pour régler cette crise politique inédite. Lundi, en début de soirée encore, la police continuait d'assiéger l'université polytechnique de Hong Kong. Toute tentative de fuite était repoussée par des volées de grenades lacrymogènes, contraignant les protestataires à se replier dans le campus. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, parfois très violemment. La police a dit avoir tiré 3 balles au petit matin près de l'université en précisant que personne ne semblait avoir été blessé. Elle a qualifié le campus de zone d'émeute. La participation à une émeute est passible de 10 ans de prison. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.